Les hauts lieux d'Israël. Un guide vous raconte tous les matins et tous les soirs les hauts lieux d'Israël, une série proposée par Radio Communauté Judaïque FM, réalisation technique Samuel Shekli. Alors aujourd'hui, Gilles, nous allons consacrer la journée à une visite de la mer Morte. Voilà, ça va être une journée sympathique, très diversifiée, avec peu de distance, peu de kilomètres. En partant de Jérusalem, la mer Morte se trouve à une trentaine de kilomètres vers l'est. On va donc descendre par la route Jérusalem-Jéricho, au carrefour de Jéricho qui remonte vers la vallée du Jourdain, vers le nord. Nous allons nous tourner vers le sud et nous approcher de la mer Morte par très proche de la frontière jordanienne, dans un endroit très très paisible, le fameux site de Beth Arava. En passant, vous allez pouvoir remarquer sur la droite, au kilomètre 26 de la route, une superbe mosquée qui s'appelle Nebi Moussa. Nebi Moussa, c'est un site assez étonnant. Nous savons tous que Moïse est mort après la sortie d'Égypte, après ses 40 années passées dans le désert, sur une montagne qui s'appelait le mont Nebo, que nous voyons dès maintenant d'ailleurs face à nous, de l'autre côté de la vallée du Jourdain. Et curieusement, l'islam a commémoré cette tradition de ce côté-ci de la terre d'Israël, beaucoup plus proche de Jérusalem. C'est quand même très étonnant, mais ça répondait à un besoin à la suite de la guerre très intense qu'avait menée Saladin contre les croisés pour prendre la terre d'Israël, guerre qui s'est terminée le 4 juillet 1187 par la prise de Jérusalem par Saladin. Les croisés ont développé les musulmans ont développé une multitude de pèlerinages qui ont pour but très précis de masser un nombre important de musulmans aux accès de la Terre Sainte. Alors vous verrez ce Nebi Moussa, d'ailleurs c'est très étonnant, vous pourrez ramasser ici quelques pierres, vous voyez ces pierres grisâtres, dès qu'on les casse en les jetant par terre, on s'aperçoit qu'elles sont très très noires à l'intérieur, ce sont ni plus ni moins des schistes bitumineux. Les gens d'ici dans la région les dénomment d'ailleurs en arabe Hajar Nebi Moussa, la pierre du prophète Moïse, et c'est pour les musulmans la preuve que nous sommes vraiment sur la tombe du prophète Mahomet. Pourquoi une telle preuve ? Celui qui venait en pèlerinage sur la tombe de Mahomet, il restait quelques jours. Vous savez que les nuits sont très froides dans ce désert. Et la tradition islamique a toujours rappelé le remerciement donné par Dieu, donné par Allah à celui qui venait. Une pierre qu'on pouvait jeter dans un jeune feu et qui pouvait brûler toute la nuit et qui chauffait donc les gens qui étaient autour de ce feu de camp, en remerciement d'être venus commémorer Moïse à son entrée dans la terre d'Israël. Voilà, on va descendre ici vers les grottes de Qumran. Je sais que nous consacrons une visite à Qumran elle-même, mais en tout cas, pour tout le monde, rappelez-vous, Qumran, c'est quand même ce site extraordinaire où un jeune berger bédouin en 1947 a découvert, en perdant une brebis, a découvert par hasard une superbe jarre dans laquelle on a retrouvé des parchemins très anciens, ni plus ni moins des textes bibliques datant de plus de 2000 ans, plus une multitude d'informations sur la communauté juive qui vivait à Jérusalem et en Judée à l'époque du Second Temple. Beaucoup d'éclaircissements pour le peuple juif, évidemment pour les judéo-chrétiens. D'ailleurs, sans nous étendre maintenant sur ce site très important, rappelons-nous quand même que ce site a donné une information colossale et qui a été tout de suite reprise en 1953 lors du concile de Vatican II par Jean XXIII, au moment d'ailleurs où on a réfuté au nom de l'Église l'accusation faite contre le peuple juif de peuple déicide, et donc une découverte très importante. Mais quand vous pénétrerez dans le site, vous allez voir combien il est beau, un petit village avec ses citernes, on verra les grottes, et puis une buvette très très fraîche maintenue par les jeunes du kibbutz Kalia qui sont venus s'installer ici après la guerre des 6 jours. Je vous rappelle qu'avant la guerre des 6 jours ici, avant la guerre d'indépendance, nous avions ici quelques kibbutz qui sont tombés aux mains des Jordaniens et que nous avons donc reconstruit au début des années 1970. Voilà, on prend la route maintenant vers En Fashra.
Je propose qu'on s'arrête à une fâchera au retour en fin de journée, parce que les heures du matin sont bonnes pour l'histoire, sont bonnes pour l'archéologie. On part directement sur Masada, et donc en roulant au kilomètre 86, on passe l'oasis d'Engedi, et au 100e kilomètre exactement, au compteur de la voiture, après avoir quitté Jérusalem, c'est Masada, la forteresse de Masada, auquel nous consacrons une visite. Je rappelle évidemment pour tous, Masada, c'est ce fameux site qu'avait construit le roi Hérode, haï de tous, mais mégalomane et grand constructeur. Masada, cette forteresse superbe qui va être prise en l'an 68 par une poignée de juifs qui vont tenir tête aux Romains pendant 3 ans et qui préféreront se donner la mort plutôt que se rendre à leur ennemi païen. Je conseille évidemment à chacun de monter à Masada à pied, ça peut vous étonner, mais cette chaleur relative que nous sentons dans la région, elle est quand même très confortable. C'est un air très très sec et il suffit de se couvrir la tête et de prendre de l'eau avec soi. Pour les gens qui ont l'habitude de marcher, on fait ça en 45 minutes. Ceux qui veulent prendre leur temps, le chemin est aujourd'hui très aménagé, aucun risque, en 1 heure, 1 heure et quart. Si vous voulez profiter de la visite à Masada et ne pas perdre toutes vos forces dans la montée, alors prenez le téléphérique. Ce téléphérique, il vous restera plus que 88 marches du sommet du téléphérique pour monter en haut et vous verrez une super visite. Je ne manquais pas évidemment la synagogue, le palais nord et les différents entrepôts qu'Hérode nous a laissés sur le site de Masada. Voilà, après la visite de Masada, si vous avez encore un petit peu de patience avant d'aller déjeuner, je vous propose une petite descente vers Sodome. À Sodome, on peut s'arrêter au kilomètre à la borne 202 sur le bord de la route, ce qui représente pour nous à peu près une trentaine de kilomètres après Masada, et vous verrez la grotte des 2 cheminées. En hébreu, Meharat Arubotaim. Vous y accédez de la route, c'est une grotte dans la montagne de Sodome. C'est la fameuse histoire de Sodome. Vous vous rappelez ce premier marchandage juif de l'histoire, lorsqu'Abraham demande à Dieu de ne pas détruire la ville des méchants, la ville de Sodome, et on a ce fameux marchandage, et s'il y en a 50, et s'il y en a 40, à vrai dire, il y en avait même pas 5, alors Dieu dira à Abraham, avertis ton neveu Lot, et qu'il s'en aille, lui, sa femme et ses enfants, la ville sera détruite. Et on se rappelle tous donc de cette histoire, le cataclysme, la ville détruite par le feu, et puis la femme de Lot qui s'est retournée, pétrifiée en statue de sel. Vous la trouverez là-bas évidemment, la femme de Lot, à la grotte de Meharat Arubotaim, cette fameuse grotte qu'on appelle la grotte des 2 cheminées. Vous rentrez un tout petit peu, vous faites 150 mètres à l'intérieur, vous remarquerez que le chemin est très très confortable avec la voiture. Vous vous garez à l'entrée de la grotte, surtout ne salissez rien, et vous allez voir 2 superbes grottes, des cheminées qui font presque 65 mètres de hauteur, dans une montagne faite uniquement de sel, datant donc du cataclysme de Sodome, et c'est quand même tout à fait unique. C'est un des restes de la mer Morte. La mer Morte, comme vous devez l'imaginer, ne fait qu'accumuler du sel, et sous la mer que vous voyez ici, nous avons 6000 mètres de sels minéraux qui n'ont pas où aller. Et c'est pour ça qu'ils ont tous surgi sur la vallée de Sodome. C'était le seul endroit où ils avaient le moyen de sortir et d'éviter de presser le magma. Et cette mer Morte ne va pas arrêter de nous étonner. Je propose maintenant de remonter à En-Gedi. Et si vous le voulez bien, on s'arrête aux sources chaudes d'En-Gedi, le spa, comme on l'appelle ici, d'En-Gedi, ça appartient au kibbutz. Je descends un instant, je vais vous montrer la brochure parce qu'il y a ici quelques petits conseils très étonnants sur la façon de se baigner à En-Gedi.
Alors Gilles, voilà, nous sommes descendus de voiture, notre ami Nessim nous a aménagé une halte devant un magnifique paysage. Nous avons devant les yeux la mer Morte qui s'étale. Peut-être qu'en tendant l'oreille, nos auditeurs peuvent entendre le doux clapotement de cette mer qui est très calme. Elle est assez calme en général. La mer Morte, c'est quand même un endroit de rêve. Alors pour nous baigner, je vous propose d'abord qu'on enlève tous nos bijoux, nos montres, nos lunettes, on va tout laisser à Nissim. Je crois qu'il veut pas se baigner aujourd'hui, il était un petit peu fatigué ce matin. Il va nous attendre ici, on va tout laisser et on garde simplement nos babouches. Nos babouches, si vous avez des tongs. Nos maillots de bain quand même. Et nos maillots de bain, pour l'instant encore avec des maillots de bain. Je propose aussi de garder les tongs. Si vous n'avez pas de babouche, parce qu'aller pieds nus aux heures de midi au bord de la mer Morte, c'est un petit peu chaud pour les pieds, un tout petit peu chaud. On rentre dans la mer, lentement. Oui, c'est chaud, hein, c'est un petit peu gras comme ça, c'est agréable. Voilà, et dès qu'on a de l'eau jusqu'au-dessus du genou, on s'arrête et on s'assoit sur le dos, comme dans un bon fauteuil. Alors pour beaucoup de gens, la mer Morte, c'est le fameux cliché traditionnel qu'on trouve partout dans tous les albums et les guides de voyage, du type qui est assis, qui flotte avec son journal ouvert entre les mains. Mais la mer Morte, ça n'est pas que cela, c'est aussi autre chose. Bien évidemment, la mer Morte, c'est aussi un bain de santé. Un bain de santé où on vient traiter ici des problèmes de peau, des problèmes de rhumatisme. On est ici dans une situation tout à fait privilégiée. D'abord, tous les gens que nous voyons ici, qui ont l'air très bronzés, et qui sont ici en cure venant du nord de l'Europe, ou même de France, des États-Unis, et qui viennent passer un mois ici, tous ces gens-là viennent profiter d'un avantage tout à fait unique, qui n'existe, je crois, nulle part ailleurs au monde, puisqu'ils viennent dans un endroit où on ne peut pas attraper de coups de soleil. Et c'est valable uniquement quand on est au bord de l'eau. Évidemment, si vous grimpez en haut de Masada, ce que je vous dirai maintenant ne vaudra plus grand-chose. Quand on est en bas, dû au fait que nous sommes 400 mètres sous le niveau des mers, nous avons un très important filtre solaire, un filtre anti-UV, qui fait qu'on ne brûle pas sa peau, on ne prend pas de coups de soleil. Ce qui vous explique pourquoi toutes ces jeunes Allemandes sont toutes bronzées, aucune n'est rouge, elles sont toutes d'un beau bronzage bien bronze sucré, et ensuite la mer Morte elle-même vient apporter d'autres choses. Alors on a ici d'abord le pouvoir calmant des bromures en tout genre qui se trouvent à l'intérieur de la mer et qui sont en quantité très importante, qui fait qu'on a vraiment un sentiment de relaxation. C'est pour ça d'ailleurs Nissim me dit tout à l'heure qu'il ne préfère pas se baigner maintenant, parce que c'est lui qui doit nous conduire et reprendre le volant. On se sent très très bien. Le soufre est bon pour les voies respiratoires. Les potasses sont excellentes pour la peau. Les gens de la mer Morte, les spécialistes, ne recommandent pas une baignade de plus de 20 minutes pour éviter évidemment de décaper trop la couche de l'épiderme. Mais c'est quand même une chose extraordinaire. La mer Morte, c'est l'endroit où on renaît et c'est l'endroit où on perd 10 ans à chaque bain. Finalement, la mer Morte porte mal son nom parce que c'est une mer qui revivifie. Elle porte mal son nom. Pour certains, à vrai dire, on l'appelait dans l'Antiquité la mer de bitume, de par la structure un peu particulière de son eau, mare asphaltis. Si on la dénommait mer Morte, c'est tout simplement dû au fait que rien ne peut y vivre. Rien ne peut y vivre, aucun poisson, aucune bactérie. C'est vraiment un endroit qui décape. Et c'est de là que prend son nom. Mais regardez ce paysage quand même extraordinaire, cette chaleur agréable, maternelle qui nous entoure. Je crois qu'on reprend des forces là. Je crois qu'on va pouvoir maintenant grimper dans la réserve du torrent de David pour aller voir la grotte du roi Saül. Alors Gilles, nous arrivons à En-Gedi. En-Gedi, c'est un très beau nom. Ça veut dire, on dirait un nom tiré on dirait le titre d'un livre de littérature mystique. En-Gedi, la source du chevreau. Cet arbre que vous voyez là est très étonnant. D'ailleurs, il n'existe nulle part ailleurs. Uniquement ici aux abords de la mer Morte, autour d'En-Gedi. On l'appelle le pommier de Sodome. Et vous voyez ces espèces de gros fruits qui ressemblent à des grosses oranges vertes. Ce sont en réalité simplement des ballons. Cet arbre fait pousser des fruits des mirages.
ne le touchez pas parce que nous en avons peu et que c'est une réserve naturelle, mais il a dû décevoir beaucoup de gens assoiffés dans ce désert très aride qui est celui de la vallée du Jourdain. On va grimper maintenant le sentier qui va nous permettre d'accéder en haut, près des chutes, les chutes du torrent de David, la source naturelle qui se trouve ici à En-Gedi. Et en haut se trouve une très jolie chute entourée d'une verdure tout à fait particulière, subtropicale ou tropicale, à la limite des deux à cette époque. Un des restes de l'époque où cette région-là n'était pas encore désertique, elle était beaucoup plus verte. Et on a dénommé d'ailleurs ici, en souvenir du roi David, cette végétation cheveux de Salomé. Et là-haut, juste devant nous, se trouve la grotte du roi David. Et il faut rappeler évidemment cette épopée assez extraordinaire, lorsque David était encore un jeune berger, et que Saül, premier roi d'Israël, sentait déjà le danger, la concurrence arriver, il voyait que le peuple aimait de plus en plus ce jeune David. Alors Saül voulait sa peau, et David, qui était petit et malin, un peu comme tous les renards là, de la région que nous voyons ici en fin de journée, David a réussi un jour à rejoindre cette grotte que vous voyez là. Et cette grotte, c'était une des grottes de commandement du roi Saül dans la guerre contre ses ennemis. Et Saül était là avec son état-major. David, dans l'obscurité de la grotte, a réussi à se faufiler jusqu'à l'homme, jusqu'au roi lui-même, et plutôt que de le tuer, il a coupé un pan de son manteau. Quelques jours plus tard, il viendra à son palais à Jérusalem, lui rapportera le pan de ce manteau en lui rappelant réellement il aurait pu le tuer. Et à ce moment-là, ces deux hommes deviendront des amis jusqu'à la fin dramatique de Saül, lorsque Saül sera tué par les Philistins à Beth-Shean. Et ensuite, David prendra sa place et deviendra deuxième et le grand roi d'Israël. C'était les hauts lieux d'Israël.